On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la situation de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de perdre un important donateur avec la fermeture prochaine du Provigo. Provigo étant le seul épicier, avec Michel Milot, à donner de la viande à la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Mais d'abord, il vient de remporter le prix Marcel Dutil, qui est un entrepreneur de renom. Il vient d'acheter, il y a un peu plus de 2 ans, les industries Rainville du côté de Saint-Athanas. Et j'ai nommé Ghislain Sabourin. En décembre 2014, il a acheté l'entreprise Les Industries Rainville, située sur la route 104, aux limites de Saint-Athanas et de Mont-Saint-Grégoire. Il a un projet, celui un jour d'avoir 300 membres dans son équipe dans cette entreprise, et il a reçu tout récemment le prix Marcel Dutil. Il est avec nous, Ghislain Sabourin. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci. Expliquez-nous tout d'abord, les gens connaissent peut-être l'homme d'affaires Marcel Dutil, un homme d'affaires qui est issu de la Beauce, mais peu de gens connaissent le prix Marcel Dutil. Comment avez-vous vous-même été mis en contact avec ce prix qui existe? Je fais partie de l'École entrepreneuriale de Beauce. L'École entrepreneuriale a été fondée par Marcel Dutil et son fils Marc pour la communauté d'affaires, pour renforcer la communauté d'affaires au Québec. Le but, c'était de... La Beauce veut devenir la pépinière des entrepreneurs, ouais. Mais il voulait transpirer à travers le Québec pour créer une communauté plus forte au niveau des affaires. Puis moi, je me suis inscrit comme entrepreneur pour aller apprendre de ces meilleurs-là. C'est les meilleurs de l'industrie. C'est Marc Dutil qui donne les cours, c'est Alain Lemaire, c'est Laurent Baudouin. Partage. Puis à travers la communauté de l'EEB, il élisse à tous les années l'entrepreneur qui a des traits de caractère qui ressemblent le plus à Marcel Dutil comme bâtisseur. Et là, est-ce que vous deviez soumettre votre candidature ou comment ça s'est présenté? On a un bulletin de vote à chaque année où tu votes pour le membre que tu ouais. La perception qui ressemble le plus à Marcel Dutil, qui a les traits de caractère d'un fonceur, qui est un ambitieux, puis un homme généreux qui redonne à la communauté. Okay. Et vous étiez combien? Vous êtes combien là, qui fréquentaient cette école-là ou qui étaient potentiellement en nomination là, pour le prix? On est des cohortes, ça marche par cohorte, qui est des classes de 25 entrepreneurs du Québec qui marchent ensemble. Puis on est rendu à la 14e cohorte, ça veut dire qu'il y a à peu près 250-300 étudiants qui ont... Bien, des étudiants, c'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs étudiants, athlètes ouais. qui sont formés. Et là, on vous a choisi cette année. Oui, c'est une grande honneur, mais une grande responsabilité aussi d'être comparé à Marcel Dutil. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'entrepreneuriat? Parce que racontez-nous un peu votre histoire, parce qu'avant d'atterrir ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec les industries Rainville, vous étiez aussi dans le monde des affaires, vous avez vendu votre entreprise. Oui. Bien, j'ai eu la chance de réussir 2 fois en affaires. J'ai tombé dedans après le cégep, j'ai tombé au niveau entrepreneurial, j'ai eu Falco International. J'ai vendu cette entreprise-là pour bâtir Groupe Synergie Composite, qui était censé être mon bébé que jamais je vendrais, puis jusqu'en 2007, où j'ai eu la possibilité de vendre mon entreprise. Je suis parti après ça 5 ans à faire le tour du monde. Puis quand je suis revenu en 2014, j'avais un objectif en tête, c'est de créer 300 emplois de qualité dans le domaine manufacturier. Et ça, c'est intéressant. Vous nous l'aviez déjà dit dans une précédente entrevue, justement, pour parler de votre tour du monde en famille. Pourquoi 300? Pourquoi pas 100, 200 ou 500? Pourquoi ce chiffre de 300 emplois? C'est un objectif ambitieux. Mais parce que des PME, des entreprises manufacturières de 300 membres d'équipe, il n'y en a pas tant que ça dans le domaine manufacturier. J'essaie de voir jusqu'où était ma limite en étant ambitieux, mais sans être réservé. Fait que j'ai donné... Mais j'ai réussi à créer 300 emplois. Mission accomplie. Oui, je vais être vraiment fier. Mais en même temps, donc vous possédez les industries Rainville depuis décembre 2014, ça fait pas très longtemps. Au moment de votre acquisition, il y avait quoi, une trentaine de personnes? Et là, quoi, vous avez presque doublé? Oui, on est 65 membres d'équipe présentement dans 2 usines. J'ai une usine ici à Montréal. Je procède par acquisition. On grossit organiquement, mais on grossit par acquisition également. Bon. Vous dites souvent, pour vous, ce n'est pas des employés. Non. C'est des membres d'équipe. Oui, bien, il y a une différence entre... je trouve que le mot patron et employé, boss, c'est des mots qui sont péjoratifs. Moi, je travaille en équipe. Je suis un coach qui rame avec ma gang. Puis c'est tous des membres d'équipe. Il n'y a pas personne... Oui, mon rôle est de président, mais mon rôle n'est pas plus important que mes machinistes ou mes soudeurs. S'ils ne seraient pas là, on ne grandirait pas. Tous nos rôles, c'est juste nos responsabilités qui sont différentes. Bon.
Parlez-nous des industries Rainville. C'est quand même une entreprise qui existe depuis un certain temps. Bon, vous, Oui. vous la possédez depuis décembre 2014. Qu'est-ce que c'est comme type d'entreprise? Quels sont les services et les produits que vous offrez? On fabrique l'outillage pour l'aéronautique principalement. Nos clients sont Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Siemens, Bombardier, GE, GE Alstom, Bell Hélicoptère. On fabrique des outillages pour tout ce qui est les aéroports puis pour les usines. Autant pour l'usine de fabrication de Pratt & Whitney, on fabrique des outils qui servent au niveau du moteur d'avion, au niveau de l'outillage de précision, que des outils qui servent à transporter les moteurs d'un hangar à l'autre ou faire l'entretien dans un aéroport en Amérique du Nord. Et lorsque vous êtes revenu de votre tour du monde, je crois à ce moment-là, vous habitiez avant, c'était quoi? Vous étiez en Abitibi, je pense? Victoriaville. Vous étiez à Victoriaville. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette entreprise qui est située sur la route 104? J'avais 5 critères que je cherchais. Je cherchais une entreprise manufacturière. C'est sûr que je ne voulais pas m'acheter une cantine ou un dépanneur. C'était une entreprise manufacturière qui avait passé une crise économique, qui n'avait pas de relève. Idéalement, j'ai cherché autour de Victoriaville, puis qui n'avait pas de produits chimiques. OK. Puis la plus belle entreprise que j'ai trouvée manufacturière, puis c'est vraiment une belle business, là, Industrie Rainville, quand j'ai vu la qualité de la main-d'œuvre, puis la qualité des produits qu'on faisait, la qualité, les clients qu'on avait, qu'on desservait, c'était vraiment mon coup de cœur. Donc, pour vous, le coup de cœur, ça a été là et d'acheter cette entreprise. Oui. Et là, maintenant, cet objectif ambitieux que vous avez de monter ça à 300 membres d'équipe, bon, au-delà de faire des acquisitions, de grossir par acquisition, c'est une chose, mais en même temps, comment vous pouvez vous développer dans cette industrie? Comment pouvez-vous aller chercher davantage de parts de marché? Quel est le portrait économique ou quel est le portrait de compétition de cette industrie? On a une marché niche, là. L'industrie aéronautique, c'est quand même niche de ce qu'on fait au niveau de l'outillage. Ma vision des choses, c'est qu'il faut développer l'usinage du gros, de faire des plus gros outillages, de plus grandes dimensions. On est dans un marché très, très, très niché avec quelques joueurs au Québec qui touchent à ce marché-là. Mon objectif, c'est vraiment de devenir le meilleur dans l'usinage de grandes dimensions. Présentement, on est très, très bon dans des outils de peut-être 2 mètres de long, de grosseur, de diamètre. Mon objectif, c'est de faire du 5-6 mètres de diamètre, de long, des outils. Et ça, est-ce qu'il y a d'autres entreprises au Canada ou aux États-Unis qui font ce genre d'outils-là? Oui, mais on est... Pas très nombreux, là. Tu sais, des ateliers d'usinage, chaque village au Québec a son atelier d'usinage. Ouais. Le machiniste qui est moindrement habile, qui est moindrement leader, part avec 25 000 à son compte, puis dans le fond, dans un garage, dans le fond de sa cour, devient entrepreneur, puis il développe des pièces. Mais quand tu lui demandes d'investir 1 million dans un centre d'usinage, ces gens-là ne sont plus là. C'est des gens qui sont là pour gagner leur vie de façon artisanale, mais au niveau industriel, ils ne sont plus là du tout. Fait que le marché dans lequel on s'en va, Industrie Rainville, on va vraiment nicher. On a vraiment un beau créneau, mais on veut l'agrandir au niveau dimensionnel. Bon, vous avez dit d'entrée de jeu que dans le passé, vous aviez déjà eu donc 2 succès en affaires. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes natif de quel endroit? De quelle façon êtes-vous tombé dans l'entrepreneuriat? Je viens de l'Abitibi, une région qui est malheureusement pas très entrepreneuriale. Le monde travaille soit dans les mines, dans le domaine minier ou dans le domaine de la forestation, où ça demande des investissements majeurs. C'est pas nombreux. Je n'étais pas dû pour être entrepreneur. Au cégep, je suis allé étudier au cégep de Saint-Jérôme en matériaux composites. Puis c'est à partir de là que j'ai réalisé que je pourrais un jour devenir entrepreneur. Mais j'ai un oncle qui a une très, très belle réussite entrepreneuriale, qui est inspirant. J'ai toujours eu une admiration face aux entrepreneurs. C'est des gens qui entreprennent leurs rêves puis qui développent l'économie. Mais de là, de moi à me voir, c'est à partir du cégep que j'ai eu une opportunité de développer Falco International. Puis aujourd'hui, je suis tombé dedans. Là. Et là, pour vous, c'est comme... C'est comme intrinsèque, vous ne pouvez pas arrêter, là. Il faut continuer et tout ça. C'est un rêve qui est tellement fort que le seul moyen de me l'enlever dans la tête, c'est de le réaliser. J'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin de faire des projets, j'ai besoin que ça bouge. Fait que c'est mon quotidien de réaliser des projets, d'investir, de le développer, de donner une vision à mes projets, puis de le créer. En même temps, avec les 2 succès en affaires que vous avez eus, vous avez quand même pris le temps, puis vous avez quand même pris le temps, on ne parle pas d'une journée, d'une semaine, on parle de 5 ans, un tour du monde de 5 ans. Oui, bien, c'était... Quand j'ai vendu en 2007, je me demandais bien ce que j'allais faire
d'affaires, puis j'avais un objectif, c'était de faire le tour du monde. Mon rêve à ce moment-là, c'était de les côtoyer le maximum de tribus à travers le monde. Fait que je suis parti. Ce qui était particulier, c'est qu'on n'avait jamais navigué de notre vie, hein. On n'avait jamais embarqué sur un voilier. C'est parti de zéro. Fait que on est parti, on a navigué pendant 5 ans, de 2009 à 2014. On a côtoyé une centaine de tribus à travers le monde. C'était un voyage à travers les gens, mais à l'intérieur de soi également. Et vos enfants avaient quel âge à l'époque, au début? Olivier avait 3 ans, puis Guillaume avait 8 ans quand on est parti. 3 ans et 8 ans. Oui. Donc, ils ont passé une bonne partie de leur enfance sur le bateau, là. Oui, Olivier, lui, après un tour du monde, il n'était plus question qu'on revienne au Québec. C'était la force centrifuge faisait qu'on en faisait un deuxième. Il n'y avait plus de souvenirs du Québec, fait que je pense que ça l'a... Et comment se porte leur retour à la Terre, si on veut, là? Ça se porte très bien. On a des discussions. Mes gars, d'abord, sont contents d'aller à l'école, d'avoir des amis, d'avoir de côtoyer. C'est sûr qu'on s'ennuie encore du bateau, de la chimie familiale, mais on essaie d'avoir d'avoir encore des moments en famille où on est dans notre bulle, dans notre univers. Ça va super bien. J'ai des discussions à table que je n'avais pas avec mes parents concernant l'entrepreneuriat, parce que ce que je veux leur montrer aussi, c'est de devenir entrepreneur. C'est quoi le métier d'entrepreneur? C'est pas dit qu'ils vont devenir entrepreneurs, hommes d'affaires, mais j'ai des discussions à table avec eux autres qui sont de les faire grandir. De quelle façon aviez-vous entendu parler de cette école d'entrepreneurs de la famille Dutil en Beauce? Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes inscrit à cette école? C'est arrivé par hasard. J'ai acheté Rainville en 2014, en décembre 2014. Puis j'avais vu un article dans le journal. Je ne savais pas trop c'était quoi ça voulait dire, l'école entrepreneuriale. Ça ne me disait rien parce que quand j'étais parti, c'était pas là. Puis quand je suis revenu, c'était fondé. Puis j'ai rencontré un entrepreneur athlète qui avait suivi l'école. Puis il m'en parlait avec un enthousiasme puis beaucoup d'inspiration. Puis mon besoin, moi, c'est de vraiment grandir. C'est avec les meilleurs que tu deviens meilleur. Puis à côtoyer des Alain Lemaire, à côtoyer des Robert Dutton, bien, tu peux pas faire autrement que grandir. C'est pas compliqué. C'est avec les meilleurs que tu deviens toujours meilleur. Puis j'ai un besoin d'apprendre puis de devenir meilleur pour réaliser mon rêve. Et là, bien, cette année, on vous récompense avec le prix Marcel Dutil. C'est une grande responsabilité aussi, par exemple. C'est une grande honneur, mais c'est une grande responsabilité d'être comparé avec les meilleurs au Québec, les bâtisseurs. Ghislain Sabourin, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Puis, meilleure des chances, donc, dans l'atteinte de vos objectifs, d'avoir un jour 300 membres d'équipe au sein des Industries Rainville. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on fait le point sur la situation de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour cette 300e de Sport Express, Wow. entre autres, on parle du fonds Claude Raymond. Oui, avec Claude Raymond et Marc Labbé et toi des Pirates. Avec François Lafrenière, ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Faisons le point sur la situation de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean avec nos deux invités. D'abord, la présidente Lise Boyer. Bonsoir à vous. Accompagnée de la coordonnatrice Caroline Sigouin. Bonsoir et bienvenue. Merci. Évidemment, il y a une manchette que j'ai vue dans le Canada français du 4 mai dernier qui m'a fait un peu sursauter. En fait, les fils se sont touchés parce que je savais déjà que l'épicier de Provigo, Michel Milot, qui est un épicier un peu indépendant mais affilié à Provigo, était un important donateur pour vous en termes de protéines, en termes de viande. Et là, évidemment, tout le monde sait que le Provigo va fermer, mais là, j'ai fait comme « Oh là là, Provigo ferme, ça veut dire que vous autres, vous venez de perdre à peu près pour 80 000 $ de dons, là. » C'est énorme. C'est énorme, oui. Monsieur Michel Milot, ça faisait 2 ans qu'il nous donnait de la viande. Il nous a donné énormément de viande.
c'est sûr que nous, on en achète quand même à côté de ça. C'est vrai. On a continué à en acheter, mais ce que ça a permis aux personnes qui viennent chez nous, c'est que ça leur a permis d'avoir plus de variété, puis d'en avoir plus aussi, parce que c'est ça. Bon. La question qui vient évidemment ensuite de ça, c'est de se dire, pourquoi était-il le seul épicier de la région à vous donner de la viande? Je crois que c'était un choix personnel pour lui de donner de la viande. Puis c'est comme un précurseur aussi dans la région de décider de nous donner de la viande, là. Parce que lui, c'est sûr que ça demande des conditions de la part de ces épiciers-là, parce qu'il faut qu'il surveille les dates, il faut qu'il congèle, il faut qu'il nous donne immédiatement, et nous, il faut qu'on la gère immédiatement aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on la donne aussi immédiatement. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure de la chaîne de froid. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque, puis il y a une attention à avoir aussi du côté de l'épicier, là, vraiment spéciale, là. Donc, il faut que le personnel soit formé, puis tout ça. Bon, oui, il y a la chaîne de froid, comme vous dites, à respecter, il y a des contraintes. Et en même temps, de mémoire, pour lui avoir déjà posé la question, parce que normalement, les épiciers, lorsque la viande arrive à la date d'expiration, meilleure avant telle date, normalement, la viande est envoyée, les bannières généralement envoient la viande au recyclage. Donc, cette viande-là va servir à faire principalement de la moulée pour les animaux. Oui. Et semble-t-il que c'est même un petit peu plus payant de la vendre pour le recyclage que de faire ce que Michel Milot de Provigo faisait pour vous, là. Bien, parce que c'est sûr, c'est évident que pour lui, c'était pas payant, là. Comme je dis, c'était vraiment un choix personnel, parce que lui, c'était comme un don qu'il faisait pour que les gens aient de la viande. Parce que c'est sûr que c'est pas payant, parce qu'il la donne, la viande. Donc, et puis nous, on la comptabilisait, donc on sait qu'on a eu environ 70 000 $ de viande par année. Ouais. Mais pas au plein prix en plus. Pas au plein prix. Non. Bon. À partir du moment où vous avez appris la fermeture du Provigo, je présume que de votre côté, vous avez réagi plus rapidement que moi en disant, vous l'avez vu venir tout de suite, là, quand Milot a annoncé la fermeture du Provigo. En fait, c'est Provigo qui l'a annoncé, là, qui l'a forcé un peu à fermer. C'était quoi votre réaction? Moi, j'ai dit, c'est un changement, hein? C'est quelque chose qui arrive, qu'on n'avait pas anticipé. Donc, nous, il faut s'ajuster. Donc là, nous autres, on a des réserves dans le but d'acheter de la viande. C'est sûr que là, il faut patiner un peu avec le budget, il faut se redonner des marges de manœuvre. Puis on ne sait pas, moi, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire l'impact réel que ça va avoir chez nous en termes d'argent pour acheter de la viande et tout ça. Bon. En même temps, le message que vous passez, c'est de dire, bon, si Michel Milot est un précurseur à le faire, pourquoi les autres épiciers ne le feront pas? En même temps, je crois que dans certains cas, les bannières obligent les épiciers à recycler la viande, là. Parfois, dans certains cas, ce n'est pas un choix personnel, c'est qu'ils n'ont carrément pas le choix de le faire. C'est vrai que, mais plus, Caroline est plus au courant pour ça, là. En fait, les bannières ont peur de la contamination. Ils ont peur de la chaîne de froid. Ils n'osent pas nous donner pour qu'on rende malade les gens. Si je vois depuis 2 ans avec Michel Milot, Provigo, il ne s'est jamais rien passé. La viande est arrivée toujours congelée, toujours fraîche, à la consommation congelée. Alors, je crois que les bannières, ils ont un grand devoir à revoir aussi la façon de faire, parce que depuis 2 ans, tout va bien avec M. Milot, là. Alors, mais je sais que c'est en pourparler, parce que j'étais allée en rencontre avec Moisson Rive-Sud dernièrement, et les bannières commencent à changer leur chapeau, là. Donc, ça pourrait éventuellement changer. Oui, là. oui. Autant pour vous que d'autres organismes Oui. au Québec, là. Moi, je sais qu'à Montréal, ça se fait plus. Ça commence à se faire, mais avec les moissons. Oui. Bon. Là, maintenant, le Provigo va fermer quelque part au mois de juin, là, c'est bientôt, là. Donc là, vous allez devoir, comme vous dites, là, vous réajuster en attendant, en souhaitant que peut-être les pourparlers portent fruit. Là, tout récemment, vous avez eu votre sollicitation via Publisac, là, qui est terminée, qui était au mois d'avril. Est-ce que ça a donné les résultats escomptés? La sollicitation par Publisac est beaucoup moindre que la première sollicitation qu'on fait. Mais ça rapporte quand même un certain montant, là, je dirais environ 20 000 $. Puis ça coûte à peu près peut-être
900 $ ou quelque chose comme ça. Donc, puis ça nous donne une liste de donateurs aussi, des nouveaux donateurs qu'on peut aller chercher comme ça, parce que c'est sûr qu'on en perd. Donc, ça entretient nos donateurs. Fait que nous autres, on calcule que ça vaut quand même la peine de faire ça. Puis nos 2 sollicitations à aujourd'hui nous ont rapporté quand même 189 000 $. Quand même. Oui. Oui. Là, vous desservez combien de personnes en termes de clientèle actuellement? 3 500 personnes. Dans ça, il y a 1020 enfants qu'on 3 nourrit 500. à l'année longue. On fait 12 000 dépannages par année. Ceux qu'on a fait l'an passé, 12 000 dépannages alimentaires par année, plus les paniers de Noël, plus les vendredis. Parce que les vendredis, on a 500 personnes environ par mois qui viennent chercher les surplus du vendredi. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne dessert pas la grande ville de Saint-Jean au complet. Non, c'est le territoire de l'ancienne ville de Saint-Jean. Oui, voilà. Oui. Et même la partie Normandie, je pense, c'est Saint-Luc qui s'en occupe. Une partie de Normandie qu'on dessert. C'est ça. Bon. C'est quoi pour vous là, les enjeux du moment? Là, je comprends, bon, là, vous perdez Provigo, là, ça c'est un gros morceau. Là, vous avez vos activités de sollicitation là, durant l'année, mais les priorités du moment, les enjeux du moment, ça ressemble à quoi? Nous, présentement, on n'a pas de nouvelles activités en vue. Présentement, moi, j'ai le bonheur de dire que la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean se porte très bien. À cause parce qu'on a des donateurs fidèles, parce qu'on a des partenaires fidèles et parce qu'on a des bons bénévoles. Parce que cette année, on s'enligne sur 50 000 heures de bénévolat par année. On a notre comptoir qui fonctionne très bien, qu'on a agrandi, on a ouvert nos nouveaux locaux au mois de février. Et ça nous a permis déjà, on anticipe avec ça 80 000 de cette année, en ayant payé le 20 000 que ça nous a coûté pour déménager. Donc, ça veut dire que ça, c'est quand même une source de revenus pour nous présentement qui est stable. Et l'agrandissement a créé déjà un impact? Oui, énormément. Absolument. Oui. Vous le sentez au niveau de la clientèle? Oui, énormément. Oui. Au niveau Tout des à chiffres fait. aussi, Oui. on vend presque 1 000 $ de plus par semaine. Oh là là! Oui, présentement. Là. Et à prix modique, hein, 25 sous, 50 Très sous, modique. 1 $. Alors, nous, on est très heureux de ça parce que c'était comme un grand défi aussi de dire on déménage. Et là, on voit l'impact que ça nous a apporté aussi au point de vue de la nouvelle clientèle. Pour le comptoir vestimentaire, c'est vraiment un succès pour le moment. Là. Donc, quand vous allez faire vos prévisions budgétaires pour la prochaine année, ça va être quand même intéressant parce que là, vous n'aurez plus les frais de déménagement. Donc, une fois ça rentré, donc ça va vous donner une certaine récurrence au niveau de l'entrée de l'argent. Oui. Absolument. Mais pour l'instant, la récurrence est plutôt en hauteur. Tu sais, dans le fond, on est en avance. Depuis qu'on a ouvert ça, on est toujours en avance sur nos prévisions. Tu sais, on prévoit, mettons, comme moi je dis l'année prochaine, je prévois avec ça 100 000 $ de bénéfices, de dons. Mais ça peut être plus. Donc, avec le comptoir, avec le profit, les recettes du comptoir familial, plus vos activités, sollicitations, différentes activités, vous pensez être capable d'avoir un budget annuel de quoi? 400, 500 000? Présentement, avec 400 000 $ par année, nous, on est capable de faire nos activités de financement. On est capable de nourrir les gens qu'on a à nourrir, puis tout ça, puis de répondre aux demandes. Ce qu'on souhaite faire aussi, puis ce qui est notre priorité aussi présentement, depuis l'année passée, c'est qu'on veut essayer de, non pas seulement agir pour nourrir les gens, on veut essayer de prévenir la pauvreté. Et ça, on a 2 projets pour ça. On a l'aide à l'entrée scolaire et l'aide directement dans les écoles. Cette année, on avait donné 8 000 $ et l'année prochaine, on prévoit peut-être en donner plus si les demandes sont plus. Et notre autre projet, qui est très intéressant présentement puis qui, moi, me stimule beaucoup, c'est notre projet Coup de pouce qu'on a lancé au mois de janvier. C'est un partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Ça, c'est du microcrédit qu'on fait pour les jeunes de 16 à 35 ans. On a fait un partenariat avec eux autres. On leur a donné un budget. Eux autres, les intervenants connaissent les jeunes, ils les suivent. Ils accordent des prêts sans intérêt sur un terme de 5 ans, entre 100 et 1 000 $.
Et j'ai déjà eu un suivi là, au mois de mai. Il y a eu 3 prêts qui ont été accordés et les gens ont déjà commencé à remettre. Il faut que ce soit un prêt pour l'école, pour un retour au travail ou pour un entrepreneuriat. Et ça veut dire que ces jeunes-là, on leur dit, oui, on a confiance en vous. Oui, on vous prête de l'argent si vous avez un projet sérieux. Eux autres jugent du sérieux du projet. Nous, on a mis 10 000 là-dedans pour 6 mois. Et là, il y a déjà de l'argent qui revient. Puis il y a déjà d'autres projets à l'étude. Et même pour ça, on devient un lieu de stage pour eux autres aussi en même temps, parce qu'ils vont venir faire des stages au comptoir vestimentaire. Ça commence cette semaine. On les aide un petit peu dans leur cuisine collective. Quand on a des surplus, on leur donne. Donc, on crée un lien là, directement avec ces jeunes-là, puis avec cet organisme-là. Puis ça, c'est un très beau partenariat. En terminant, Caroline, toujours des besoins de bénévoles? Toujours, toujours. Au comptoir vestimentaire, toujours à la recherche de bénévoles, aussi à la banque alimentaire aussi. Camionneurs, en fait, ceux qui sont libres pour être camionneurs, pour aller chercher les denrées aux épiciers, c'est toujours un besoin que nous recherchons. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Belle nouveauté au musée du Haut-Richelieu jusqu'au 3 septembre. Exposition sur la laiterie Granger et Frères. Une laiterie, évidemment, qui a fait ses belles heures, ses belles années, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une belle histoire de famille et d'entreprise. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. On fait la captation premier, troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on choisit des extraits diffusés dans 2 émissions. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Pour avoir la liste, www.tvhr9.com. À demain.